tous. Alors moi je suis cardiologue, donc ça va être peut-être un petit peu plus simpliste au niveau de la description. Donc je vais vous parler d'un cas qu'on a eu dans le service. Il s'agit d'un monsieur de 48 ans qui n'avait pas d'antécédent particulier. Sur le plan familial, il y a un doute sur peut-être une cardiopathie amyloïde chez son père parce qu'il aurait une notion de cardiopathie hypertrophique. Il est porteur d'un pacemaker, ce qui n'est pas anodin d'avoir ça avant l'âge de 50 ans. Et donc ce patient avait bénéficié dans le cadre du dépistage de la cardiomyopathie familiale possible de son papa d'une échographie qui serait normale mais dont on n'a pas les résultats actuellement. L'histoire récente débute parce que son médecin traitant découvre un souffle cardiaque. Du coup il le réadresse à un cardiologue pour la réalisation d'un bilan échocardiographique. Et le cardiologue trouve un aspect évocateur d'une cardiomyopathie hypertrophique, raison pour laquelle il l'adresse dans un centre de cardiologie pour faire le point sur ce bilan étiologique. Sur le plan clinique, il est complètement asymptomatique, il ne se plaint de rien, il n'est pas essoufflé, il n'a pas de douleur, il n'a jamais fait de malaise, de syncope. Son examen clinique est plutôt normal, sa tension artérielle également, un pouls à 55, un examen clinique sans particularité et puis des marqueurs biologique sans argument pour une atteinte cardiaque avec un BNP, une troponine normale. Il bénéficie donc d'un électrocardiogramme, le premier examen le plus facile à faire, que je vous montre. Voilà, un examen qui n'est pas très informatif pour la recherche, en tout cas d'une cardiomyopathie amyloïde, parce que les signes qu'on retrouve habituellement qui sont des pseudo-ondes Q de nécrose et un microvoltage ne sont pas présents chez ce patient. Et quand on voit un peu son électrocardiogramme, on a un indice de Sokolov un petit peu élevé. On se dit qu'il y a peut-être une histoire de cardiomyopathie hypertrophique familiale avec des troubles de la repolarisation en apicale. Mais dans ce contexte-là, on n'a pas vraiment d'argument pour évoquer une cardiomyopathie amyloïde en tout cas. On est donc allé plus loin dans l'exploration et il a bénéficié d'une échocardiographie dont je vais vous montrer les résultats. Voilà, donc on a à l'échocardiographie un aspect un petit peu hypertrophié. On est à 15 mm de septum interventriculaire, un aspect un petit peu brillant, des valves un petit peu épaissies. Donc on commence à se poser la question de se dire si finalement il n'y a pas des patterns en faveur d'une cardiopathie amyloïde. Voici la coupe en quai de cavité qui est nettement plus évocatrice avec un aspect qu'on connaît, qui est décrit, brillant, infiltré, des feuillets mitraux et tricuspidiens infiltrés, comme le septum interauriculaire. Sa fraction d'éjection est normale, ce qu'on voit habituellement dans la plupart des cardiomyopathies hypertrophiques. Et puis on lui a fait une analyse de strain, une analyse de la déformation myocardique, et comme on le sait dans les cardiopathies amyloïdes plutôt évoluées, on a un aspect de préservation du strain apical, la déformation apicale qui est préservée, et une altération des segments basaux. Et finalement, là, sur l'évaluation de son strain, il a un strain qui est subnormal. Il n'y a pas vraiment de pattern évocateur d'une cardiomyopathie amyloïde. Donc, en dehors de l'aspect échocardiographique infiltré, brillant, qui peut être discutable selon les types d'appareils d'échocardiographe que l'on utilise, on n'a pas vraiment d'argument ni à l'ECG ni à l'échocardiographie pour trancher en tout cas sur l'étiologie de cette cardiomyopathie. Du coup, on est allé plus loin et à ce moment-là, on part sur de l'imagerie multimodalité pour essayer de comprendre un petit peu et de faire la part des choses. Son IRM montre donc un aspect de cardiomyopathie hypertrophique et dans les séquences que l'on utilise pour déterminer si les patients ont du rehaussement tardif, on utilise une séquence qu'on appelle le TI-SCOOT, qui va annuler le myocarde normal. Et dans les amyloses, on a une inversion de ce TI avec pas de possibilité de déterminer ce temps d'inversion qui est assez pathognomonique dans cette pathologie, raison pour laquelle on utilise des séquences qui sont indépendantes de ce temps d'inversion et qui montrent des aspects extrêmement typiques chez ce patient avec des prises de contraste de l'ensemble du myocarde, des oreillettes, du septum interauriculaire, interventriculaire et du ventricule droit. Donc l'IRM penche donc plutôt vers une cardiomyopathie hypertrophique d'origine amyloïde.
Et ceci se confirme donc avec la réalisation d'une scintigraphie osseuse qui montre une fixation intense au niveau du myocarde. Tout cela très en faveur d'une cardiomyopathie amyloïde, pour le moment non typée. Alors chez nous, on les envoie tous au neurologue parce qu'on pense que quand même dans les cardiomyopathies hypertrophiques, il y en a certains, même s'ils sont asymptomatiques, qui ont des atteintes neurologiques à bas bruit. Et on pense que c'est important de le faire, sachant les phénotypes qu'on peut avoir dans les différentes mutations qu'on a mis en évidence. Et finalement, le bilan neurologique est plutôt rassurant. Il n'a pas de plainte dysautonomique ou neurogène. On lui fait des examens complémentaires, on lui fait un EMG qui ne retrouve rien de particulier, ni d'argument pour une atteinte végétative avec un test d'hypotension orthostatique négative et un pseudoscan normal. Et donc, on allait plus loin, il fallait chercher une preuve d'amylose. Donc, il a bénéficié par nos neurologues d'une biopsie des glandes salivaires, la graisse abdominale, et rien du tout, pas de dépôt amyloïde, rien de particulier retrouvé. Et donc, on a quand même cherché à éliminer une cardiomyopathie liée à un dépôt de chaîne libre, chaîne légère libre, et pas d'argument retrouvé sur les prélèvements pour une amylose à elle chez ce patient qui avait, on l'a vu, une scintigraphie osseuse qui fixait quand même avec un score élevé, donc probablement peu en faveur d'une cardiopathie amyloïde à chaîne légère. Donc, dans ce contexte-là, on voulait aller plus loin parce qu'on avait quand même une forte suspicion diagnostique au vu également des antécédents familiales de ce malade. Et donc, on allait jusqu'à la biopsie endomyocardique qui a donc confirmé la présence de dépôts amyloïdes qui ont été typés par la suite et par la recherche d'une mutation qui a été mise en évidence et qui était une mutation F64-TLE. Alors, quand on regarde un petit peu dans la littérature et dans ce papier publié par Rapezzi sur les profils phénotypiques des différents malades, on sait un petit peu, comme ça a été décrit et dit précédemment, qu'il y a des mutations qui sont donnent plutôt des formes neurologiques, comme les Valmet-30 d'origine portugaise, des mutations qui donnent plutôt des phénotypes avec des atteintes cardiaques pures, comme les ILE-122. Mais finalement, notre malade, quand on regarde son profil, puisque c'est une mutation italienne, monsieur était italien, et ben dans son papier, on ne retrouve aucune atteinte cardiaque, plutôt des atteintes neurologiques, mais aucune atteinte cardiaque chez ce malade. Donc on a une présentation qui est plutôt atypique comparativement à la population qui a été décrite en Italie sur ce type de mutation. Mais par contre, si on revient un petit peu plus dans la littérature, on trouve que on n'est pas les seuls à avoir des phénotypes différents selon le type de mutation, et on retrouve un cas clinique où un patient avait la même mutation que notre malade et qui avait une atteinte multisystémique avec une atteinte neurologique cardiaque associée, mais pas d'atteinte cardiaque pure comme on l'a vu chez notre malade. Donc le suivi de ce malade, on a décidé d'introduire un traitement par Vyndaqel dans le cadre de la découverte de sa cardiomyopathie infiltrative amyloïde qu'il poursuit actuellement avec un suivi standard, pas d'évolution sur le plan neurologique ni sur le plan cardiaque, avec une échographie stable l'année dernière également. Alors voilà, en conclusion, je voulais montrer la nécessité d'avoir une évaluation multimodale et multidisciplinaire parce que chaque examen morphologique a des informations qui peuvent être intéressantes, mais il ne faut pas être systématique en se disant que l'électrocardiogramme n'évoque pas une cardiopathie amyloïde, donc c'est une cardiopathie hypertrophique. Donc les patterns sont différents en faveur également en fonction du type de mutation. L'échocardiographie est intéressante dans les formes évoluées où on a des atteintes assez typiques, mais comme on le voit là, il avait quand même une hypertrophie assez conséquente et pourtant un strain peu évocateur. L'IRM chez ce patient-là nous a permis un petit peu d'évoquer le diagnostic parce qu'il avait vraiment un pattern spécifique, mais la plupart du temps, dans les atteintes précoces, on a plutôt des prises de contraste nodulaires qui font finalement pas très pathognomoniques de la maladie. Et voilà, moi je voulais surtout insister sur le caractère phénotypique, génotypique, en se disant que c'est pas parce qu'on a un patient qui vient avec une mutation Valmet-30 précoce qu'il ne faut pas lui faire de bilan cardiaque, ou qu'on a un patient qui a une mutation à tropisme plutôt cardiaque qu'il ne faut pas lui faire de bilan neurologique, parce qu'on se retrouve avec des surprises et nos prises en charge en dépendent par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des... Oui, là-bas une question. Oui, merci beaucoup pour ce très joli cas. Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un patient asymptomatique. Finalement, vous avez fait un diagnostic chez quelqu'un qui se plaignait de rien.
Donc on va vers des traitements hyper précoces, et ça je crois que c'est un très bon point. C'est à ce moment-là qu'il faut les diagnostiquer. Je voudrais juste vous poser une question sur votre stratégie. Là. À partir du moment où vous avez découvert quand même des aspects à la fois échocardiographiques, IRM et scintigraphiques évocateurs d'amylose, enfin compatibles en tout cas avec les amyloses ATTR, est-ce qu'il faut vraiment dans ce contexte-là aller jusqu'à la biopsie cardiaque ? Alors, Parce que bon, le séquençage du gène va vous montrer la mutation assez facilement. C'est quand même un peu invasif, non ? C'est un peu invasif. Après, pour la mise en route des traitements, on a souvent besoin d'une preuve quand même histologique, même si la scintigraphie osseuse, elle est fortement évocatrice dans ce contexte-là, et l'IRM. Souvent, avant de débuter un traitement, on nous demande une preuve. Donc, c'est vrai que l'équipe qui avait réalisé cette biopsie myocardique initialement l'avait fait dans le pattern de tout le bilan morphologique initial. Je trouve que c'est un peu invasif. Je pense qu'avec les papiers qui sont sortis, je pense que vraiment on peut considérer maintenant que c'est quasiment l'équivalent d'une biopsie positive, cette scintigraphie. Bon, évidemment, ça dépend dans quelles circonstances, dans quelles conditions elles sont faites, etc. Mais voilà. Non, mais c'est discussion ouverte, quoi. Oui, tout à fait. Et justement, sur cette biopsie, vous avez prouvé qu'il y avait des dépôts amyloïdes. Vous les avez typés par protéomique ? Alors, ça a été fait à Nancy. Donc, du coup, j'ai pas le génotype direct. Le typage ? J'ai pas le typage. Mais non. Il a été fait comment ? On a en fait. Le typage a été fait comment ? La recherche de la mutation ? Le typage de l'amylose ? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse sur la biopsie. Je n'avais pas ces informations. D'accord. Pas souvent, c'est de l'immunohisto, non ? Ben, je ne sais pas, justement. Après, j'ai l'impression que pour répondre à ta question, Violaine, la séquence chronologique, elle nous a été un petit peu imposée, j'ai l'impression, chez ce patient-là, qui est arrivé avec sa biopsie, quoi. Donc, bon. Ben, je pense qu'habituellement, on commence par faire le génotypage. Et puis, quand il y a à la fois une scintigraphie positive et une mutation pathogène, souvent, on s'arrête là. Alors, pourquoi faire la biopsie endomyocardique si vous n'allez pas plus loin ? Là, la biopsie endomyocardique, je pense que si on avait eu la scintigraphie et le génotype, on ne l'aurait pas réalisé. Voilà, alors pourquoi c'est demandé finalement de façon systématique ? Ah bon ? Non, mais je ne sais pas, c'est une question. Pas forcément demandé de manière systématique. Mais ce que vous aviez l'air de dire. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un moment dans certains protocoles où on en demandait une preuve histologique d'amylose. D'accord, c'est pas pareil. Mais là... C'est plutôt dans ce contexte-là que je pense qu'il a eu la biopsie pour l'introduction du traitement par tafamidis qui était débuté depuis pas très longtemps. Alors c'est vrai, comme l'a dit Vincent, il est arrivé avec sa biopsie, et c'est pas nous qui avons posé l'indication de réaliser cette biopsie à ce moment-là, et c'est vrai que c'est discutable de réaliser cet examen qui est très invasif, sachant qu'on a des examens morphologiques qui étaient très évocateurs. Excusez-moi. Donc, dans la stratégie diagnostique, l'échographie cardiaque a montré une cardiopathie hypertrophique. Donc, si l'IRM était normal ou montrait des signes non spécifiques, vous seriez arrêté là Alors moi, je pense qu'il faut vraiment une imagerie multimodalité parce qu'on a des patients qui fixent à la scintille mais qui ont des IRM normales. On a des patients qui ont une IRM positive avec une scintigraphie négative. Donc on a vraiment plusieurs patterns et je pense que ça dépend de l'âge des malades, la mutation qui a été mise en évidence. On n'a pas justement les mêmes résultats pour tous les malades. Et je pense que c'est intéressant de faire l'ensemble de l'imagerie, donc l'IRM et la scintigraphie. Moi, je suis un peu surprise que le pro-BNP ne soit pas élevé, alors qu'à l'IRM, on a un épanchement pleural bilatéral prédominant à droite. C'était le bilan initial. Je sais pas Et que le patient était asymptomatique totalement. Il y a plusieurs discordances sur ce cas clinique. C'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant de le montrer. C'est vrai qu'il n'a pas du tout non plus un électrodamylose. Quand on voit... Si tu me permets, Ludivine et Vincent, si vous regardez la scintille pulmonaire, en fait, ce monsieur, il a également une localisation pulmonaire de son amylose et probablement pleurale. Ce qui veut dire que l'épanchement que vous voyez et son atteinte pulmonaire est lié à l'amylose et ils ne sont pas forcément reliés à la congestion. C'est ce qu'on est en train de regarder. Mais remonte ta scintille, en fait, il y a une fixation pulmonaire. Donc il a probablement également avec l'atteinte pulmonaire, c'est une amylose qui doit être vasculaire, donc systémique, et il a l'atteinte pleurale, et on voit des épanchements
qui sont liées à l'atteinte, à l'infiltration en fait des séreuses, qui va donner un épanchement, mais sans signe congestif. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, on voit très bien le poumon. Normalement, sur une scintille pulmonaire, tu ne vois pas le poumon, en fait. Alors, on ne sait pas encore ce que c'est, parce qu'on n'a pas pu biopsier ces patients, du fait du risque hémorragique, mais on a un certain nombre de scintilles pulmonaires, de scintilles osseuses qui sont positifs sur les autres organes, même dans les AL, reins, viscères, muscles, et vous voyez, là, ce malade, il a, pour nous, une atteinte pulmonaire amyloïde également, et probablement pleurale. Et dans ces cas-là, le BNP n'augmente pas, et même le pro-BNP est négatif? Eh ben oui, parce qu'en fait, c'est pas la congestion qui va donner l'épanchement pleural, c'est simplement les dépôts d'amylose qui vont se faire sécréter dans les viscères, dans la plèvre ou bien même dans le péritoine. Et on a décrit un cas avec l'équipe de Gilles et Sophie de tamponnade sur une amylose péricardique, amylose AL péricardique sans atteinte myocardique et sans insuffisance cardiaque avec un péricarde. Donc en fait, c'est une fois qu'il y a l'infiltration dans les plèvres, dans les séreuses, ça peut sécréter. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir l'insuffisance cardiaque. D'accord.